Paris, 31 juillet 1672. Un officier de cavalerie nommé Gaudin de Sainte-Croix s'effondre brutalement dans son appartement de la rue Hautefeuille. Les autorités arrivent pour dresser l'inventaire après décès, procédure habituelle pour un homme sans héritier direct. Personne ne sait encore que cette simple formalité administrative va déclencher l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire de France. Parmi les possessions du défunt, les enquêteurs découvrent une cassette fermée avec une note manuscrite étrange. Sainte-Croix y demande qu'on remette ce coffret directement à sa maîtresse, la marquise de Brinvilliers, sans l'ouvrir. Cette requête inhabituelle éveille immédiatement les soupçons des autorités. Quand elle force le coffre, elle tombe sur un trésor macabre. 9 lettres de la marquise qui confesse avoir empoisonné son père, la fameuse reconnaissance de dette envers Pierre-Louis Reich de Pénautier pour 30 000 livres, et surtout, plusieurs fioles contenant des substances inconnues. Un apothicaire analyse le contenu des fioles. Son verdict glace le sang des enquêteurs. Il s'agit de poisons extrêmement virulents, conçus pour ne laisser presque aucune trace dans l'organisme. L'arsenic mélangé à de la bave de crapaud, des composés chimiques sophistiqués qu'aucun médecin de l'époque ne pourrait détecter lors d'une autopsie. La marquise de Brinvilliers apprend rapidement la découverte de ce coffret compromettant. Elle comprend que sa vie bascule et s'enfuit immédiatement à Londres. Marie-Madeleine Marguerite d'Aubray était née en 1630 dans une famille de la haute noblesse parisienne. Son père, Antoine Dreux d'Aubray, occupait le poste prestigieux de lieutenant civil du Châtelet de Paris. La jeune femme possédait cette beauté délicate et cet air d'innocence enfantine qui trompait son entourage. Derrière ce masque angélique se cachait une histoire personnelle ravagée. Dans ses confessions retrouvées lors de son arrestation, elle révélera avoir été vaholée par un domestique, puis avoir entretenu des relations incestueuses avec un de ses frères. Les historiens débattent encore aujourd'hui de la véracité de ces affirmations, ne sachant distinguer la part de vérité de celle du fantasme dans ses écrits troublants. En 1651, à 21 ans, elle épouse Antoine Gobelin, marquis de Brinvilliers, colonel du régiment de Normandie. Le mariage devient rapidement un désastre. Le marquis, joueur compulsif et libertin notoire, dilapide sa propre fortune ainsi que la dot considérable de sa femme. Il ne fait rien pour retenir Marie-Madeleine auprès de lui et passe l'essentiel de son temps dans les tripots parisiens. Cette négligence maritale crée le terreau parfait pour le drame qui va suivre. Le marquis commet l'erreur fatale d'introduire dans sa demeure un jeune officier de cavalerie particulièrement séduisant, Jean-Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, qui servait dans le régiment de Tracy. Cet aventurier couvert de dettes possédait un charme redoutable et une passion dévorante pour l'alchimie. Le marquis insiste même pour que Sainte-Croix n'ait pas d'autre résidence que leur propre maison. Marie-Madeleine essaie de mettre en garde son mari contre les dangers d'une telle proximité, mais le marquis, trop sûr de la vertu de son épouse, ignore ses avertissements. L'inévitable se produit. Marie-Madeleine et Sainte-Croix deviennent amants. Leur liaison crée rapidement un scandale public retentissant. Antoine Dreux d'Aubray, le père de Marie-Madeleine, ne supporte pas de voir sa maison souillée par cette relation adultère affichée au grand jour. Il utilise son influence pour obtenir une lettre de cachet du roi et fait emprisonner Sainte-Croix à la Bastille en 1663. Cette incarcération va transformer un simple adultère en complot meurtrier. Dans les geôles de la Bastille, Sainte-Croix rencontre un Italien nommé Eghidi, un alchimiste qui maîtrise l'art de la fabrication de poisons indétectables. Le jeune officier suit avec avidité les leçons de son nouveau mentor et acquiert des connaissances redoutables en matière de substances toxiques. Quand Sainte-Croix sort de prison 1 an plus tard, la vengeance consume son esprit. Il convainc Marie-Madeleine de l'aider à éliminer son père pour récupérer l'héritage familial. Mais avant de passer à l'acte, la marquise veut s'assurer que les poisons de son amant fonctionnent vraiment. Elle se livre alors à une série d'expérimentations macabres. Sous prétexte d'œuvres de charité, elle visite régulièrement les hôpitaux parisiens où elle distribue des friandises et des bouillons aux malades. Ces gestes apparemment généreux cachent une réalité glaçante. Elle teste ses poisons sur les pauvres et les indigents. Les témoignages suggèrent qu'elle aurait ainsi empoisonné une 50aine de personnes dans différents établissements, perfectionnant ses méthodes au fil de ses meurtres expérimentaux. Entre 1666 et 1670, Marie-Madeleine empoisonne méthodiquement son père Antoine Dreux d'Aubray.
Elle essaie 10 fois avant de réussir, ajustant les doses et les compositions pour éviter d'éveiller les soupçons. Quand le lieutenant civil meurt enfin, personne ne soupçonne un empoisonnement. La marquise hérite d'une partie considérable de la fortune familiale, mais ce n'est qu'un début. Elle élimine ensuite ses 2 frères pour récupérer l'intégralité de l'héritage. Elle tente également d'empoisonner son mari à plusieurs reprises, mais Sainte-Croix intervient à chaque fois en administrant l'antidote au marquis. L'amant redoute l'obligation de l'épouser si elle devient veuve et préfère la garder comme maîtresse mariée. Les crimes de la marquise auraient pu rester à jamais secrets sans la mort accidentelle de Sainte-Croix en juillet 1672. Certains racontent qu'il travaillait à la composition d'un poison particulièrement puissant quand son masque de verre protecteur se brisa, le tuant instantanément. D'autres affirment qu'il s'agit d'une mort naturelle. Quelle que soit la vérité, cette disparition scelle le destin de la marquise de Brinvilliers. Quand la marquise apprend la découverte de la cassette compromettante, elle réagit avec une promptitude qui trahit sa culpabilité. Elle traverse la Manche et se réfugie à Londres, puis à Valenciennes et en Hollande, avant de trouver refuge dans un couvent à Liège, en Belgique. Elle pense y être en sécurité, protégée par les murs du monastère et l'asile que l'Église accorde traditionnellement aux fugitifs. Elle sous-estime gravement la détermination des autorités françaises. L'affaire attire immédiatement l'attention au plus haut sommet de l'État français. Louvois, le ministre de la guerre de Louis XIV, flaire une opportunité politique. Il ordonne à Nicolas de la Reynie, le lieutenant général de police de Paris, de tout mettre en œuvre pour capturer la marquise. Louvois a ses propres raisons. Penautier, cité dans l'affaire, est un proche de Colbert, le principal ministre du roi et grand rival de Louvois. Compromettre Penautier signifierait affaiblir considérablement Colbert. La Reynie reçoit les pleins pouvoirs pour mener l'enquête et déploie toutes les ressources nécessaires pour traquer la fugitive. François Desgrèzes, considéré comme le limier le plus fin de la Reynie, élabore un plan audacieux pour capturer la marquise. Le 25 mars 1676, il se déguise en prêtre et se présente au couvent de Liège. Il gagne la confiance de la marquise en se faisant passer pour un confesseur venu lui apporter le réconfort spirituel. Quand elle sort du couvent pour le rencontrer, Desgrèzes révèle sa véritable identité et l'arrête. Les hommes de Desgrèzes découvrent dans sa chambre une petite cassette que la marquise réclame avec insistance. Elle supplie qu'on la lui rende, affirmant qu'elle contient seulement sa confession spirituelle. Les autorités l'ouvrent et y trouvent des aveux complets de ses crimes, accompagnés de détails sur les viols, l'inceste et ses meurtres en série. La marquise est ramenée en France sous haute garde. Le procès devant le Parlement de Paris débute le 29 avril 1676. Elle nie farouchement toutes les accusations, prétendant que ses lettres de confession ont été écrites lors d'un accès de folie temporaire. Pendant les interrogatoires, elle laisse entendre que d'autres personnes de la haute noblesse trempent dans le commerce du poison. Elle déclare même que si elle révélait tout ce qu'elle sait, elle pourrait ruiner la moitié des gens de sa condition. Ces allusions créent une panique sourde dans les cercles aristocratiques parisiens. Désespérée, la marquise tente de se suicider plusieurs fois dans sa cellule de la conciergerie. Madame de Sévigné rapporte dans sa correspondance une tentative particulièrement sordide où Marie-Madeleine essaie de se donner la mort avec un bâton. Les gardiens la surveillent ensuite de près pour l'empêcher d'échapper à la justice par la mort. Le 16 juillet 1676, le verdict tombe. Marie-Madeleine de Brinvilliers est condamnée à mort pour fratricide et parricide. Le lendemain matin, le 17 juillet, elle subit la torture de la question préalable. Les bourreaux la forcent à boire 16 pintes d'eau, soit plus de 9 litres. Quand elle voit les 3 seaux d'eau préparés pour son supplice, elle dit avec un humour glaçant « C'est assurément pour me noyer, car de la taille dont je suis, on ne prétend pas que je boive tout cela. » La torture vise à lui arracher les noms de ses complices, mais elle refuse de parler. Elle confirme seulement que si elle dénonce les coupables, elle désavouera la moitié des nobles de sa condition. À 7 heures du soir, la marquise est transportée en charrette à ordures jusqu'à la place de Grève, devant l'hôtel de ville de Paris. Une foule immense se presse pour assister au spectacle. Parmi les spectateurs, on remarque Charles Lebrun, le peintre officiel de la cour du roi Soleil, qui réalise le seul portrait connu de la condamnée. Olympe Mancini, l'ancienne maîtresse de Louis XIV, se trouve également dans l'assistance. La marquise doit d'abord faire amende honorable devant Notre-Dame, puis elle est décapitée à l'épée en raison de son statut nobiliaire.
Son corps est jeté dans un bûcher et ses cendres sont dispersées au vent pour qu'aucune trace ne subsiste de cette empoisonneuse. Madame de Sévigné écrit à sa fille « La Brinvilliers est morte comme elle a vécu, c'est-à-dire résolument. » Durant ces derniers moments, la marquise affiche une piété qui impressionne la foule. Elle se confie longuement à son confesseur, l'abbé Pirot, mais emporte ses secrets dans la tombe. Les mystères qu'elle refuse de révéler vont hanter la cour de Louis XIV pendant des années. Louis XIV écrit à Colbert le 26 juin 1676 « Sur l'affaire de Madame de Brinvilliers, je crois qu'il est important que vous disiez au premier président et au procureur général, de ma part, tout ce que de gens de bien comme eux doivent faire pour déconcerter tous ceux de quelque qualité qu'ils soient qui sont mêlés dans un si vilain commerce. » Le roi comprend que l'affaire va bien au-delà d'une simple meurtrière aristocrate. Un réseau d'empoisonneurs opère dans les plus hautes sphères de la société française. 3 années s'écoulent après l'exécution de la marquise de Brinvilliers. Paris semble avoir oublié cette affaire sordide. Les gens reprennent leur vie normale, pensant que le chapitre des empoisonnements est définitivement clos. Cette tranquillité trompeuse vole en éclats en 1679 lors d'un dîner bien arrosé. Maître Perrin, un avocat sans clientèle et sans fortune, assiste à un repas où le vin coule abondamment. Parmi les convives se trouve Marie Bosse, une devineresse réputée dans certains cercles de la capitale. L'alcool délie les langues et Marie Bosse, ivre, se met à se vanter de ses revenus extraordinaires. Elle raconte avec fierté qu'elle gagne une fortune grâce à son métier d'empoisonneuse. Elle affirme fournir des poisons à des femmes de l'aristocratie qui veulent se débarrasser de maris encombrants. Perrin, qui connaît bien François Desgrèzes, l'enquêteur qui avait capturé la marquise de Brinvilliers, rapporte immédiatement ses propos inquiétants. Desgrèzes organise un piège élaboré. Il fait surveiller Marie Bosse et confirme qu'elle reçoit régulièrement la visite de femmes de la haute société. Les policiers se font passer pour des clients potentiels et la femme tombe dans le panneau. Elle leur propose ouvertement ses services d'empoisonneuse, décrivant en détail les méthodes pour éliminer un mari sans éveiller les soupçons. L'arrestation a lieu rapidement et Marie Bosse est jetée au Châtelet. Sous la torture, Marie Bosse révèle des informations qui glacent le sang des enquêteurs. Elle a effectivement fourni des poisons à plusieurs épouses de parlementaires qui voulaient empoisonner leur mari. Mais surtout, elle donne le nom d'une femme qui semble diriger tout un réseau criminel, Catherine Deschey, épouse Monvoisin, plus connue sous le nom de La Voisin. Ce nom n'est pas inconnu de la police parisienne. Catherine Deschey est déjà soupçonnée de sorcellerie et d'avortements illégaux. Elle habite dans le quartier de Saint-Denis, un secteur réputé pour tous les trafics. Le 12 mars 1679, les hommes de Desgrèzes l'arrêtent en même temps que plusieurs de ses complices. Les interrogatoires révèlent rapidement que les activités de La Voisin dépassent largement le cadre de la divination et des avortements. Les enquêteurs se retrouvent face à un véritable réseau organisé d'empoisonneurs qui opère depuis des années dans la capitale. Nicolas de la Reynie comprend que l'affaire prend des proportions gigantesques. Il fait un rapport urgent à Louis XIV, soulignant la gravité de la situation. Le roi, qui a maintenant 41 ans et règne en monarque absolu depuis la mort de Mazarin 20 ans plus tôt, réagit avec une détermination implacable. La France est au sommet de sa puissance en cette année 1679, dominant l'Europe par ses conquêtes militaires et son rayonnement culturel. Louis XIV ne peut tolérer qu'un réseau criminel gangrène sa capitale et menace potentiellement sa propre sécurité. Des rumeurs circulent, même selon lesquelles le roi lui-même serait visé par un complot d'empoisonnement. Le 7 avril 1679, Louis XIV prend une décision radicale. Il crée à l'Arsenal de Paris une cour extraordinaire de justice spécialement chargée d'instruire l'affaire des poisons. Ce tribunal d'exception reçoit le nom évocateur de chambre ardente. L'appellation vient de la configuration inquiétante de la salle. Tendue entièrement de draps noirs et éclairée uniquement par des flambeaux et des torches, elle crée une atmosphère sinistre qui doit impressionner les accusés. Certains historiens suggèrent aussi que le nom fait référence au verdict sans appel qui mène directement au bûcher. La chambre ardente possède des pouvoirs extraordinaires. Elle peut ordonner des arrestations sans mandat, interroger sous la torture et prononcer des sentences immédiates sans possibilité d'appel.
Louis XIV confie la direction globale de l'affaire à Louvois, son ministre de la guerre, tandis que la Reynie coordonne les enquêtes sur le terrain. Cette structure judiciaire exceptionnelle reflète la gravité que le roi accorde à cette affaire qui menace les fondements mêmes de sa cour. Les arrestations se multiplient rapidement. Les inculpés, soumis à des interrogatoires musclés et souvent à la torture, dénoncent leurs complices et leurs clients pour tenter de sauver leur peau. Beaucoup pensent probablement qu'en citant des noms de personnages puissants, ils obtiendront une protection ou que les magistrats étoufferont l'affaire pour éviter le scandale. Ils se trompent lourdement. La Chambre ardente auditionne méthodiquement tous les accusés, quelles que soient leurs conditions sociales. Du 10 avril 1679 au 21 juillet 1682, la Chambre ardente auditionne 442 accusés. Elle ordonne 367 arrestations, dont 218 sont maintenues après instruction. Les chiffres donnent le vertige. 104 jugements sont rendus, comprenant 30 acquittements, 36 condamnations à mort, 34 bannissements du royaume accompagnés de la perte de nationalité, plusieurs amendes et 4 condamnations aux galères pour travaux forcés. La machine judiciaire tourne à plein régime et Paris vit dans une atmosphère d'hystérie collective. Marie Bosse est condamnée au bûcher et brûlée vive le 8 mai 1679. Une autre complice, Marie Vigoureux, meurt pendant son supplice. François Belot, un garde du corps du roi impliqué dans le réseau, est roué vif en place de Grève le 10 juin 1679. Ces exécutions publiques spectaculaires visent à terroriser la population et à montrer que personne n'est au-dessus des lois, pas même ceux qui servent directement le roi. Catherine de Chaillez est née vers 1640 dans un milieu très modeste de Paris. Elle épouse très jeune Antoine Monvoisin, un bijoutier de la capitale qui lui donne une fille, Marie-Marguerite. Le couple connaît rapidement des difficultés financières. Le mari se révèle incapable de subvenir aux besoins de sa famille et Catherine doit trouver des moyens de gagner de l'argent. Elle découvre rapidement qu'elle possède un talent naturel pour le commerce et la manipulation. Catherine se lance d'abord dans la chiromancie, lisant les lignes de la main aux bourgeoises et aux aristocrates parisiennes. Son charisme et son don pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre lui attirent une clientèle fidèle. Mais elle comprend vite que les vraies fortunes ne se font pas avec la simple divination. Elle commence à proposer des services plus lucratifs, des filtres d'amour pour séduire ou retenir un amant, des potions pour se débarrasser de grossesses non désirées, et bientôt des poisons pour éliminer des rivales ou des maris gênants. La Voisin amasse une fortune considérable grâce à ses activités illicites. Elle s'installe dans une maison chic de la rue Beauregard, dans un quartier respectable de Paris. Son salon devient un lieu de rendez-vous pour les femmes de la haute société qui viennent chercher des solutions à leurs problèmes. Elle pratique les avortements à une échelle industrielle. Lors de son procès, elle avoue, sous la torture, avoir pratiqué ou supervisé plus de 2500 avortements. Les corps des enfants nés avant terme sont brûlés dans le four de sa maison ou enterrés dans son jardin, créant un véritable cimetière clandestin. La Voisin ne travaille pas seule. Elle constitue un réseau d'une centaine de complices qui opèrent dans toute la France. Des devineresses, des sages-femmes, des apothicaires véreux et même des prêtres corrompus collaborent avec elle. Ce réseau criminel fournit des poisons sophistiqués à la haute société française. L'arsenic, qu'on appelle poudre de succession tant il sert aux héritiers impatients, constitue le poison le plus demandé. Mais la Voisin propose aussi des mélanges plus élaborés. Des savons à l'arsenic qu'on frotte sur les vêtements de la victime pour qu'elle absorbe le poison par la peau, des onguents empoisonnés qui tuent au simple contact. Les techniques d'empoisonnement deviennent de plus en plus raffinées. Les clients de la Voisin apprennent à doser les poisons pour que la mort survienne lentement, sur plusieurs semaines ou mois, afin de simuler une maladie naturelle. Les médecins de l'époque, qui ne connaissent pas les méthodes modernes d'analyse toxicologique, diagnostiquent généralement des fièvres, des inflammations ou des défaillances organiques sans jamais soupçonner un empoisonnement. Mais les activités de la Voisin ne s'arrêtent pas au commerce des poisons. Elle s'implique aussi dans ce qu'on appelle les messes noires, des rituels sataniques censés accorder aux participants leurs désirs les plus secrets. Ces cérémonies blasphématoires mêlent sorcellerie, occultisme et sacrifices humains.
Lavoisin collabore avec plusieurs prêtres défroqués qui acceptent de célébrer ces messes pour de fortes sommes d'argent. Parmi les prêtres qui travaillent avec Lavoisin, l'abbé Étienne Guibourg occupe une place particulière. Né vers 1610, Guibourg prétend être le fils illégitime d'Henri II de Montmorency. Il a d'abord exercé comme chapelain du comte de Montgomery, puis est devenu sacristain de l'église Saint-Marcel de Saint-Denis. Malgré ses fonctions religieuses, il mène une vie dissolue, entretenant une maîtresse de longue date, Jeanne Chanfrein, avec qui il a plusieurs enfants. Il affirme même avoir eu une relation avec un parent de Nicolas Fouquet, l'ancien surintendant des finances déchu. Guibourg possède des connaissances approfondies en chimie et en alchimie. Il est particulièrement réputé pour sa concoction d'un poison appelé Avium risus, qui provoque la mort par le rire quand il est consommé à forte dose. Mais c'est surtout pour la célébration de messes noires qu'il devient célèbre. Il se fait rémunérer généreusement pour effectuer ces rituels qu'il célèbre systématiquement sur le ventre dénudé d'une femme servant d'autel vivant. Les messes noires organisées par Guibourg et Lavoisin suivent un rituel précis et terrifiant. Le prêtre porte une chasuble blanche brodée de pives noires. La femme qui sert d'autel se dénude complètement et s'allonge sur un matelas ou directement sur le sol de pierre. On place un apron sur son ventre, puis un crucifix et un calice. Guibourg récite la messe en latin, mais en l'inversant et en invoquant Satan au lieu de Dieu. Il invoque des démons spécifiques comme Astaroth et Asmodée, prince de l'amour et de la luxure, ou Belzébuth, le prince des enfers. Le moment le plus horrible de ces cérémonies arrive quand Guibourg soulève un nourrisson. Il tranche la gorge du bébé avec un couteau rituel et recueille son sang dans le calice posé sur le ventre de la femme. Ce sang est ensuite mélangé à de la farine pour confectionner des hosties profanes. Parfois, quand le nourrisson est prématuré et que le sang ne coule pas assez, Guibourg transperce le cœur de l'enfant pour récupérer quelques gouttes. Les corps des enfants sacrifiés sont ensuite brûlés dans le four de Lavoisin ou enterrés dans son jardin, aux côtés des fœtus avortés. Ces rituels macabres visent à obtenir des faveurs de Satan, l'amour d'un homme, la mort d'une rivale, le succès en affaires ou le maintien du pouvoir. Les participants croient sincèrement que ces messes sataniques leur donneront ce qu'ils désirent. La superstition règne dans tous les milieux de la société française du XVIIe siècle, même chez les aristocrates les plus éduqués. L'affaire prend une tournure dramatique quand le nom de Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, surgit dans les interrogatoires. Madame de Montespan n'est pas n'importe qui. Elle est la maîtresse favorite de Louis XIV depuis 1667 et la mère de 7 de ses enfants illégitimes. Belle, spirituelle, intelligente, elle a régné sur le cœur du roi pendant plus d'une décennie. Mais en 1678, Louis XIV, qui a alors 40 ans, s'éprend d'une nouvelle favorite. Mademoiselle de Fontanges, une jeune fille de seulement 17 ans. Madame de Montespan, qui approche de la quarantaine, voit son pouvoir s'effriter. Elle ne peut accepter d'être remplacée par une rivale plus jeune. Selon les témoignages recueillis par la Chambre ardente, elle fait alors appel au service de Lavoisin pour retrouver les faveurs du roi. Lavoisin accepte et contacte l'abbé Guibourg pour organiser une série de 3 messes noires destinées à raviver l'amour de Louis XIV pour sa maîtresse vieillissante. La première messe se déroule à Villebouzin, dans un châtelet isolé entre Paris et Orléans. Madame de Montespan se rend secrètement à ce lieu reculé. Elle se dévêtit complètement et s'allonge sur les dalles froides et humides du château, les bras en croix, tenant un cierge allumé dans chaque main. L'abbé Guibourg déclame la messe noire sur son corps nu, plaçant un calice sur son ventre. Il sacrifie un nourrisson, lui tranche la gorge et récupère son sang dans le calice. Ensemble, Lavoisin et Guibourg récitent l'invocation. Astaroth, Asmodée, prince d'amour, je vous conjure d'accepter le sacrifice de cet enfant. En échange, je voudrais conserver l'affection du roi, la faveur des princes et des princesses de la cour et la satisfaction de tous mes désirs. La deuxième messe a lieu dans les ruines d'une cabane retirée en pleine campagne. Le rituel se répète dans les mêmes conditions macabres. Madame de Montespan rapporte ensuite un peu du sang du nourrisson sacrifié pour le mélanger à la nourriture du roi, croyant que ce filtre d'amour lui rendra ses sentiments. La troisième et dernière messe se déroule directement dans la demeure de Lavoisin, rue Beauregard à Paris.
Marie-Marguerite, la fille de la voisin, témoignera plus tard, sous la torture, de la préparation de cette cérémonie. Elle raconte comment elle a aidé sa mère à installer un matelas sur des sièges, avec un tabouret à chaque extrémité. La voisin accroche des tentures aux fenêtres pour plonger la pièce dans l'obscurité, ne laissant que quelques chandelles allumées dans les coins. Madame de Montespan arrive discrètement, entre dans la maison par une porte dérobée, se déshabille et s'allonge sur le matelas improvisé servant d'autel. Guibourg porte sa chasuble blanche aux pives noires et célèbre la messe. Le sacrifice du nourrisson pose problème cette fois. L'enfant est né prématuré et son sang ne coule pas normalement. Guibourg doit transpercer le cœur du bébé pour recueillir quelques gouttes de sang dans le calice. Les accusations contre Madame de Montespan vont plus loin encore. Plusieurs témoins affirment qu'elle a fait absorber à Louis XIV, à son insu, des filtres d'amour et des substances aphrodisiaques pour maintenir son emprise sur lui. Elle aurait également commandité des sorts et des poisons pour éliminer ses rivales. Mademoiselle de Fontanges, la jeune favorite qui l'a remplacée dans le cœur du roi, tombe enceinte en 1679. Elle accouche prématurément et son fils ne survit pas. Elle souffre ensuite d'une longue maladie mystérieuse qui l'affaiblit progressivement. Elle meurt en 1681, à l'âge de 20 ans. Dans le contexte de l'affaire des poisons, beaucoup accusent Madame de Montespan d'avoir empoisonné cette rivale en versant du poison dans son eau minérale. D'autres témoignages suggèrent que Madame de Montespan aurait aussi manigancé le renvoi de Louise de la Vallière, une ancienne favorite du roi, et même tenté de rendre stérile la reine Marie-Thérèse d'Autriche pour qu'elle ne puisse donner d'héritier légitime au roi. Ces accusations, si elles sont vraies, révèlent une femme prête à tout pour conserver son pouvoir et sa position à la cour. La voisin, lors de ses premiers interrogatoires, refuse de citer le nom de Madame de Montespan. Elle comprend que dénoncer la favorite du roi pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour tout le monde, elle y compris. Mais sa fille, Marie-Marguerite, n'a pas ces scrupules. Soumise à la torture et terrifiée par la perspective de finir au bûcher comme sa mère, elle révèle tout ce qu'elle sait sur les messes noires célébrées pour la marquise de Montespan. La voisin comparaît devant la chambre ardente en janvier 1680. Les charges qui pèsent contre elle sont accablantes. Empoisonnements multiples, avortements en série, infanticide, sorcellerie et organisation de messes noires. Les témoignages se multiplient contre elle. D'anciens clients, terrifiés à l'idée d'être eux-mêmes condamnés, la dénoncent et racontent en détail les services qu'elle leur a rendus. Le verdict tombe rapidement. Catherine Deschays, dite la voisin, est condamnée à être brûlée vive. La sentence doit être exécutée immédiatement pour éviter que la prisonnière ne révèle d'autres noms compromettants. Le 22 février 1680, au matin, la voisin est transportée sur une charrette jusqu'à la place de Grève, face à l'hôtel de ville de Paris. Une foule hystérique se masse pour assister au spectacle. Madame de Sévigné, la célèbre épistolière, assiste à l'exécution et la décrit dans une lettre à sa fille. Elle se défendit autant qu'elle put pour sortir du tombereau. On l'en tira de force, on la mit sur le bûcher, assise et liée avec du fer. On la couvrit de paille. Elle jura beaucoup. La voisin résiste physiquement, refusant de monter sur le bûcher, se débattant contre les bourreaux. Quand les flammes commencent à monter, elle hurle et profère des jurons. Madame de Sévigné conclut « Voilà la mort de Madame Voisin, célèbre par ses crimes et son impiété. » L'exécution de la voisin ne marque pas la fin de l'affaire. Au contraire, sa mort libère la parole de ceux qui la craignaient. Sa fille Marie-Marguerite, cherchant désespérément à sauver sa peau, se rend auprès de la Régnie et lui raconte tout ce qu'elle sait. Elle donne des détails précis sur les messes noires organisées pour Madame de Montespan, décrit les rituels, cite les noms des participants, révèle les dates et les lieux. Ces révélations placent Louis XIV dans une position extrêmement délicate. D'autres complices de la voisin sont exécutés dans les mois qui suivent. Françoise Filastre, une associée proche, est arrêtée en décembre 1679 et brûlée vive à Paris en 1680. Mathurin Barrington est exécuté en septembre 1681. Marguerite Joly subit le même sort le 19 décembre 1681. Jean Bartholomina, dit la Chaboissière, valet d'un empoisonneur nommé Louis de Vanant, est pendu le 16 juillet 1682. Il sera le dernier exécuté de l'affaire des poisons.
L'abbé Guibourg échappe au bûcher, mais pas à la prison. Il est condamné à la détention perpétuelle et envoyé à la citadelle de Besançon, récemment conquise par Louis XIV en 1674. Il y meurt en janvier 1686 après 6 années d'emprisonnement. Un autre complice, Romani, connaîtra un sort encore plus tragique. Enfermé à la citadelle de Besançon après le procès, il y reste 48 ans avant de mourir en 1730, totalement oublié dans son cachot. L'affaire des poisons frappe de plein fouet l'aristocratie française. Les accusés, espérant se protéger ou pensant que leur rang social étouffera le scandale, dénoncent des noms prestigieux lors des interrogatoires. Olympe Mancini, comtesse de Soissons, nièce du cardinal Mazarin et ancienne maîtresse de Louis XIV, est accusée d'avoir empoisonné son mari. Elle préfère l'exil volontaire au risque d'un procès qui pourrait la conduire au bûcher. Sa sœur Marie-Anne Mancini, duchesse de Bouillon, est également compromise. Elle admet avoir consulté la voisin pour de la divination, mais refuse toute implication dans des empoisonnements. Exilée à Nérac, elle obtiendra plus tard le pardon royal. Le duc de Luxembourg, maréchal de France et brillant général, est emprisonné à la Bastille de 1679 à 1680. Les accusations restent vagues et fragiles. Libéré, il retrouve ses fonctions militaires, mais le soupçon continue de le poursuivre. Même Jean Racine, le célèbre dramaturge, voit son nom mentionné dans l'affaire. On murmure qu'il aurait empoisonné sa maîtresse, l'actrice Duparc, mais aucune preuve solide ne vient étayer ces rumeurs. Pierre-Louis Reich de Pénautier, receveur général du clergé et ami de Colbert, est emprisonné en juin 1676. La marquise de Brinvilliers avait lancé cette phrase menaçante « S'il dégoûte sur moi, il pleuvra sur Pénautier ». La veuve de l'ancien receveur l'accuse d'avoir empoisonné son mari pour s'emparer de sa charge. Pénautier mobilise tous ses appuis ecclésiastiques et politiques. Après 13 mois d'emprisonnement, il est libéré, faute de preuves suffisantes. Derrière ces poursuites se cache une dimension politique troublante. Louvois, le ministre de la Guerre, manipule l'enquête en visitant secrètement les prisonniers et en rapportant directement au roi. Les magistrats de la Chambre ardente, aveuglés par l'ampleur du scandale, ne remarquent pas que la plupart des aristocrates accusés sont précisément des alliés de Colbert, le rival de Louvois. L'affaire criminelle devient un instrument de règlement de comptes politiques. Louis XIV se trouve face à un dilemme impossible. Il a créé la Chambre ardente pour démontrer que personne n'échappe à la justice royale. Mais voilà que l'enquête menace maintenant sa vie privée et Madame de Montespan, la mère de 7 de ses enfants. Les témoignages s'accumulent contre elle. Participation aux messes noires, filtre d'amour administrés au roi, tentative d'empoisonnement contre lui-même et ses nouvelles favorites, complot pour rendre la reine stérile. Comment croire que la femme qu'il a aimée pendant plus de 10 ans ait pu vouloir l'assassiner? Le roi choisit de protéger son ancienne maîtresse tout en préservant les apparences. Il ordonne à la Reynie de suspendre les interrogatoires compromettants. Il brûle personnellement les documents les plus accablants pour Madame de Montespan. Les accusés non encore jugés disparaissent dans les forteresses du royaume, 6 par cachot, condamnés à mourir en prison sans procès ni verdict. Ces lettres de cachet les placent hors du système judiciaire normal. Le 21 juillet 1682, Louis XIV dissout la Chambre ardente après 3 ans d'activité intense. Officiellement, la justice a été rendue et les coupables punis. Officieusement, tout le monde comprend qu'il faut arrêter cette enquête qui menace de détruire la réputation de la cour. Madame de Montespan reste à Versailles jusqu'en 1691, mais sa disgrâce est totale. Elle ne retrouve jamais les faveurs du roi et se retire progressivement dans la dévotion religieuse, peut-être pour expier ses crimes. Louis XIV la traite avec respect à cause de leurs enfants communs, mais leur intimité est définitivement rompue. Louis XIV ne se contente pas de clore l'affaire. Il veut l'effacer complètement de la mémoire collective. En août 1682, il promulgue un édit contre les empoisonneurs et sorciers, marquant sa volonté de tourner la page. Pendant 27 ans, les dossiers restent scellés dans un coffre royal. En juillet 1709, 5 ans avant sa mort, le vieux roi ordonne la destruction totale des archives. Nicolas Gaudion brûle 29 gros paquets de registres, procès-verbaux, témoignages et aveux. Des centaines d'heures d'enquête partent en fumée. Heureusement,
La Reynie et les magistrats ont conservé des copies personnelles permettant aux historiens de reconstituer l'essentiel de l'affaire. Cette volonté d'effacement révèle la honte profonde de Louis XIV. Le roi Soleil ne peut accepter que la postérité retienne sa cour comme un nid de vipères pratiquant la sorcellerie et l'empoisonnement. Il préfère détruire les preuves plutôt que de ternir son image de grandeur. 36 condamnations à mort, la plupart par le feu. 2 morts sous la torture. 23 exils avec perte de nationalité. 5 condamnations aux galères. Des dizaines d'emprisonnements à perpétuité sans jugement. Les exécutions publiques créent un climat de terreur à Paris. Paradoxalement, elles alimentent aussi l'hystérie collective. Les Parisiens voient des empoisonneurs partout, se méfient de leur nourriture, de leurs proches. La chasse aux sorcières s'étend à toute la France. Les intendants démantèlent des réseaux provinciaux. L'affaire transforme aussi la police parisienne. La Reynie reçoit des moyens considérables pour créer de véritables méthodes d'enquête modernes. Paris devient la ville la mieux surveillée d'Europe. L'affaire révèle les contradictions du grand siècle. Derrière la magnificence de Versailles et le rayonnement culturel se cache une réalité sombre. Nobles s'entretuant pour des héritages, femmes empoisonnant leurs maris, maîtresses recourant à la magie noire. La superstition règne à tous les niveaux sociaux. Paradoxalement, l'affaire marque la fin de la chasse aux sorcières en France. La Chambre ardente traite ces crimes rationnellement. Empoisonnement chimique, pas pouvoir surnaturel. Cette approche scientifique, influencée par Descartes et les Lumières naissantes, fait reculer les superstitions judiciaires. Des mystères demeurent. Madame de Montespan a-t-elle vraiment participé aux messes noires? Le témoignage de Marie-Marguerite, obtenu sous la torture, est-il fiable? La voisine a-t-elle vraiment pratiqué 2500 avortements? Louis XIV savait-il? La destruction des archives rend ces questions insolubles. L'affaire a inspiré Dumas, Hoffmann et de nombreux auteurs. Elle démontre les limites du pouvoir absolu et révèle la sophistication du crime organisé au XVIIe siècle. La voisine dirigeait une véritable entreprise criminelle avec fournisseurs, distributeurs et techniques avancées. Cette affaire extraordinaire montre comment le crime a infiltré le plus haut pouvoir, révélant la face obscure du siècle qui se voulait le plus lumineux de France.